Bonsoir à tous. Émission spéciale élection régionale des 20 et 27 juin. La liste qui aura à répondre ce soir à vos questions en troisième partie d'émission est celle conduite par Tony Delaney d'Ubud, la Guadeloupe. Alors, cet invité sur ce plateau, tout d'abord la tête de liste, Tony Delaney, qui lui est chef d'entreprise, il n'a aucun parcours politique. À ma droite, Madame Cynthia Clamagiran, qui est en recherche d'emploi, donc qui bien sûr est jeune volontaire pour ces élections régionales. Elle n'a aucun parcours politique. À ses côtés, nous avons Monsieur Raphaël Bauzière, qui est chef d'entreprise, pas de parcours politique, donc une liste, on va dire, avec on va dire, novices, entre guillemets, en politique, et une liste plutôt de jeunes. Alors, Madame Aurélie Rancé est agent immobilier, elle n'a aucun parcours politique. À ma gauche, il y a Monsieur Teddy Mondor, qui est agent hospitalier. Il n'a pas de parcours politique. Par contre, Madame Christiane Delaney-Clara, une femme que vous connaissez, puisqu'elle a eu à militer sur plusieurs élections, elle est enseignante. De 2014 à 2020, elle a été élue municipale et communautaire. Rappelez-vous, elle s'est présentée aux dernières élections municipales de 2020 en tant que tête de liste. Elle se présente aux élections départementales de 2021. Nancy Folvert est chef d'entreprise et elle n'a aucun parcours politique. Voilà pour une présentation très rapide de 7 des membres de cette liste d'Ubud, la Guadeloupe. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10, merci de nous accueillir. Je débuterai avec la tête de liste, Tony Delaney. Alors, dites-nous, quelle est la philosophie de votre liste? Une liste citoyenne. Bonsoir tout le monde, bonsoir Canal 10, bonsoir aux auditeurs. Une liste citoyenne, une liste guadeloupéenne, une liste d'Ubud pour se mettre en face des situations, parce que l'heure est grave aujourd'hui, et si aujourd'hui il y a 12 listes, c'est pour qu'on puisse y aller, mais y aller vraiment pour dire stop au système, on vous a compris. Nous avons... Donc, appelez-vous une liste d'Ubud? Alors vous avez bien vu, vous avez présenté les gens, nous sommes 7 sur le plateau, à part Christiane Delaney-Clara qui a fait un peu de politique. Mais nous ne sommes pas novices. Un peu, voire beaucoup. Oui, certes, mais pas novices en politique, puisqu'on fait de la politique tous les jours, en fait. Quand on se lève le matin, on fait de la politique. Donc, nous sommes une liste pour dire ce qu'on souhaite faire pour la Guadeloupe. Il faut savoir ce qu'on veut pour demain. Il faut savoir ce qu'on dit pour nos enfants demain, ce qu'on souhaite laisser comme héritage. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, ou ce qu'il n'y a pas, surtout, c'est peut-être catastrophique, ce que je vais dire, mais c'est lamentable. Donc, on ne peut pas laisser la situation comme ça. Donc, c'est une liste de 43 personnes. Je suis la tête de liste, mais il y a 43 candidats sur cette liste. Est-ce qu'on peut dire que c'est une liste plutôt familiale, plutôt amicale? Alors, comment avez-vous pensé c'est une liste au développement guadeloupéenne. de cette... La Guadeloupe est petite. Donc, forcément, nous avons, comme sous toutes les listes, moi j'ai des cousins qui sont sur d'autres listes, bien sûr, mais c'est une liste guadeloupéenne, c'est une liste citoyenne parce que nous sommes un mouvement citoyen, on n'est pas un mouvement politique. Donc cette liste a été conçue, pensée, réfléchie pour la Guadeloupe, avec les Guadeloupéens. On s'est mis autour d'une table et qu'est-ce qu'on s'est dit? On n'a pas regardé la tête de liste, on a dit qu'est-ce qu'on veut pour la Guadeloupe de demain? Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Et c'est ça, on souhaite. J'ai rencontré, puisqu'aujourd'hui il y a 12 listes, s'il y a 12 listes, c'est qu'il y a un souci aujourd'hui. Il y a un problème. J'ai rencontré tout le monde. Et ils m'ont dit, oui, mais je vais aller voir ce que je pèse, etc. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est, je veux être tête de liste. Ils m'ont dit, ça ne m'intéresse pas, moi, être tête de liste. Pourtant, vous l'êtes. Je le suis aujourd'hui. Parce que le groupe m'a demandé d'aller, on a été, et nous sommes tous là. Ça aurait pu être M. Bauzière, ça aurait pu être Mme Rancé, ça aurait pu être Mme Folvert. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que votre liste est la sœur jumelle de celle conduite par Madame Pierre Bacas? Je n'ai pas compris la question. Ça veut dire quoi, ça? On n'a pas les mêmes parents? Vous voulez que je vous réponde quoi sur ça?
Vous croyez que je ressemble à Mme Pierre-Bacas pour dire que... J'ai bien parlé de liste sœurs jumelles. Mais je ne vois pas le rapport, en fait. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Mais nous n'avons pas le même langage, nous n'avons pas la même philosophie de la liste, nous n'avons pas la même vision pour la Guadeloupe. Du tout. Vous avez bien vu notre démarche, vous avez bien vu notre mode de fonctionnement. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Alors, je veux bien entendre certaines choses et je vais mettre les points sur les i tout de suite avec vous. Hein? Avec vous, pas les gens qui disent ça. Pas avec vous, Mme Boissé, hein, mais avec les gens qui disent ça. Bien évidemment, parce que Christiane Delany-Clara est sur la liste, bien évidemment, elle est mandatée. Il faut qu'on comprenne les choses. En français, ça veut dire elle est mandatée pour une mission qu'on lui a confiée pour 2022, les présidentielles. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et tous les campagnes où elle a été municipale, départementale et aujourd'hui régionale, c'est sans étiquette. On est soutenu, excusez-moi, gardez votre question. Oui. Hein. Oui. On est soutenu par personne, on est financé par personne, on est financé par nous-mêmes. Parce que vous imaginez bien que si on était financé par quelqu'un, par un parti X ou Y, ou soutenu par quelqu'un, je ne serais pas aujourd'hui en train de me débrouiller, excusez-moi, pour trouver des véhicules, pour trouver de la sono, parce qu'il faut payer l'imprimeur, etc., etc. Tony Delany, alors il est vrai qu'il faut mettre les points sur les i, mais surtout que la population puisse bien aborder cette élection et qu'elle puisse faire, en tout cas qu'elle puisse voter en connaissance et en conscience. Alors, quand on dit sœurs jumelles, je veux penser peut-être, vous dites debout de la Guadeloupe, donc Mme Oui. Pierre-Bacas peut-être dit aussi debout pour la Guadeloupe, nous sommes pour la Guadeloupe et rien que la Guadeloupe. Tout le Donc, monde dit ça, nous le dit, M. Coriolan le dit, tout le monde le dit ça. Tout le monde a envie de se mettre debout pour la Guadeloupe. Quand vous étiez petite, vous étiez malade. Vous vous souvenez de ça? Et vous ne voulez pas aller à l'école, votre maman vous disait quoi? Si vous êtes debout pour aller à l'école, levez-vous là. C'est ça, Pas femme trop debout. connu ça. Vous avez connu ça? Donc vous n'avez pas vécu en j'étais- Guadeloupe alors? Si, mais j'étais debout pour aller à l'école. Non, mais oui, mais vous savez bien. Et puis, Voilà. quand on dit femme debout, ça veut dire quoi? Oui. Femme piquant, ça veut dire Alors quoi? aujourd'hui, on dit Soyons femme, sérieux, 2 femme minutes. rose Cayenne. Ah ben en plus, vous voyez, la prochaine Miss Conférence, ça va s'appeler Rose Cayenne, Ah, ben voilà, une inspiration tout de suite. n'est-ce pas? D'accord. Alors, vous avez parlé de mandaté 2022. Pour ceux qui vous écoutent, est-ce que vous pouvez quand même rapidement éclaircir quand vous avez dit que vous allez mettre les points sur les i Mais pour ceux qui vous écoutent? Christiane Delany-Clara va en parler tout à l'heure, Oui. parce que c'est elle qui est Oui. mandatée, pas moi. Oui. Parce que moi, Tony Delany, Vous n'êtes mandaté pour quoi que ce je suis soit. mandaté pour la liste d'Ubuntu la Guadeloupe, force à payer là, pour les élections régionales du 20 et 27 juin 2021, d'accord? Sans étiquette, encarté nulle part. Jamais été encarté nulle part. Sauf peut-être aux impôts, je suis encarté. Mais c'est tout. Vous êtes? Encarté aux impôts. Parce que mais c'est Bien. vrai. Voilà. Mais Madame Delany pourra répondre. Oui, j'arriverai avec vous, Christiane Delany-Clara, d'ici quelques instants et je débuterai de ce côté de la table. Alors dites-moi, alors pourquoi vous êtes engagé pour ces élections régionales, puisque vous dites je n'ai aucun parcours politique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a stimulé? Bonsoir avant tout. Si vous voulez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tape à une porte, généralement, on n'obtient pas gain de cause actuellement. Donc pourquoi pas se lancer et essayer de faire mieux pour les autres? Est-ce que vous avez tapé aux bonnes portes? Madame, quelques-unes quand même. Hein? Pardon? Allez-y. Quelques-unes. Mais après, je ne sais pas trop quoi. Vas-y. Je sais Ouais. pas. Donc vous avez eu envie de venir à cette élection Là, on pour, s'est lancé et puis on verra ce que ça donne. Hein. ouais. Et que souhaitez-vous, qu'attendez-vous de cette élection? Déjà qu'on passe, qu'on gagne et qu'on arrive à faire évoluer les choses. Ouais. À quel niveau? Un peu à tous les niveaux, au niveau de la jeunesse, leurs besoins, un peu de tout. Je ne pourrais pas tout détailler. D'accord. Alors maintenant, avec vous, Monsieur Bauzière, ça sera à peu près la même question, puisque vous êtes quasiment tous en parcours politique. Est-ce que vous êtes dit c'est la bonne année et pourquoi l'élection régionale? Déjà, bonsoir à toute la Guadeloupe.
Donc en fait, je suis Bosé Raphaël, je me présente puisque je suis un jeune qui s'intéresse à ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui se passe sur mon île. Je m'intéresse aux choses importantes. Et ce qui est important en Guadeloupe, c'est de s'intéresser à surtout ce qui se passe en ce moment et qui ne va pas. Donc moi, je me suis engagé justement, tout simplement pour aider, participer à la réorganisation, la reconstruction de la Guadeloupe, tout simplement. Dans ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Avec notre équipe, on a relevé un certain nombre de points de dysfonctionnement. Donc, on va les développer tout au long de justement notre interview. Et je pense que ces points-là sont assez importants et ils sont à résoudre pour que justement en Guadeloupe, on puisse vivre sainement, tranquillement. Vous pensez que c'est possible? C'est totalement possible, puisqu'avec tout ce qui existe déjà, tout ce qui, selon nous, n'a pas été fait convenablement, normalement, avec ce qu'on va mettre en place, tout va rentrer dans l'ordre. Tout sera OK pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases, reconstruire la Guadeloupe, et voilà. Aurélie Rancé, alors vous aussi, pas de parcours politique, vous êtes quasiment tous jeunes, alors c'est l'année, on va dire, des jeunes. Oui, je pense que c'est vraiment... c'est l'année, c'est vraiment un engagement spontané. J'ai entendu que vous lui avez demandé pourquoi les régionales, j'ai anticipé la question, c'est vrai, parce que c'est l'opportunité qui m'a été présentée. Ça aurait été peut-être les municipales dans ma commune. C'était vraiment l'année où je me suis sentie déterminée, en tout cas à donner au moins mon point de vue sur certaines choses. Comme beaucoup d'entre nous sur cette liste, on n'a pas forcément de parcours politique. Donc je me base essentiellement sur mon parcours, sur le parcours de jeunes comme moi ou de moins jeunes qui veulent peut-être rentrer, parce que moi j'ai passé pas mal d'années à l'étranger et c'est un désir pour moi de rentrer, d'utiliser, de faire servir le savoir que j'ai été acquérir peut-être ailleurs. Et effectivement, ça fait déjà maintenant 3 ans. Et j'ai tenté pas mal de petites choses. Je vois qu'aussi mes collègues ou mon entourage, les jeunes qui ont aussi tenté de rentrer, ont essayé, ont parfois réussi. Hein, mais voilà, c'est par rapport à certains manquements que là, cette année, je me suis dit qu'on ne peut peut-être pas juste essayer d'aller toquer, mais il faut vraiment passer en mode acteur. Et pourquoi Doubout la Guadeloupe? C'est vraiment, comme je dis, c'est spontané. Je me suis reconnue, j'ai été approchée, j'ai apprécié le discours, j'ai apprécié le programme. Et vraiment, je me suis reconnue. Parce que déjà pour le côté sans étiquette, parce que pour le coup, on veut bien s'exprimer, on veut bien, en tout cas, donner nos voix, voter. Mais on se dit, je vais aller sur une liste, j'ai jamais fait de politique, j'y connais rien. Là, en tout cas, je me suis dit, au moins, je pourrais au moins parler, sans pour autant avoir ce passif politique que les autres ont. Ouais. Un jour, vous aurez vous aussi un passif politique. Il faut bien commencer par quelque part et voilà, Doubout la Guadeloupe pour mon début. Voilà, maintenant, Teddy Mondor. Voilà. Donc, vous aussi, vous êtes lancé en politique, vous avez choisi Doubout la Guadeloupe. Doubout la Guadeloupe vous a choisi. C'est une belle histoire d'amour. Alors, bonsoir tout d'abord à tous les téléspectateurs de Canal 10. Donc, comme vous le dites, oui, Doubout la Guadeloupe m'a choisi, plutôt Tony, je dirais, d'accord, puisque la personne qui m'a approché, c'est Tony. Et tout de suite, au moment où nous sommes connus, nous avons discuté comme tout Guadeloupéen des problématiques que nous rencontrons, d'accord. Et l'idée est venue par la suite de peut-être se lancer en politique. Il m'en a parlé. J'ai réfuté l'idée au départ, puisque la politique pour moi, comme un grand nombre de jeunes, c'est toujours des bonnes paroles, d'accord. Donc je lui avais dit que cela ne m'intéresserait pas. Et ensuite, après quelques discussions, j'ai vu justement que
on aurait pu apporter justement des choses nouvelles, des projets, une vision nouvelle justement pour la Guadeloupe. Donc, j'ai adhéré, simplement. Non, et vous avez participé à l'élaboration du projet? Oui, tout à fait, comme mes autres colistiers. D'accord, Christiane Delany-Clara. Donc, écoutez, vous n'êtes pas novice en politique, alors on se dit que c'est tout à fait normal que vous soyez là ce soir. Maintenant, on va rapidement éclaircir un petit peu ce que Tony Delany vient de dire, que les téléspectateurs puissent bien comprendre ce dont il s'agit. Alors, tout d'abord, merci de nous recevoir. C'est normal. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 10 et je veux profiter du fait que je sois là pour faire le point. J'espère que ce sera de manière définitive. Alors, Doubout est un terme résilient chez nous. Nous sommes tous Guadeloupéens, Guadeloupéennes. On sait très bien à quoi ça correspond. C'est se lever, c'est refuser de s'aplatir et de se mettre debout. Et par pure coïncidence, ce nom que j'ai utilisé pour les élections municipales est antérieur au fait que j'ai été... Monsieur Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France m'a demandé d'être chargé de mission pour construire le programme des élections présidentielles de 2022 pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ceci dit, mon âme de Guadeloupéenne est toujours intacte et ce désir que j'ai de redonner l'espoir, de faire que les choses s'arrangent et qu'enfin on puisse aller de l'avant parce que nous avons un potentiel, n'a rien à voir avec la mission qui m'a été confiée. C'est le deal que nous avons, si vous voulez. Quand cette mission m'a été confiée, Doubout de Saint-François existait déjà. Je n'aurais pas changé le nom par rapport au fait que j'ai cette mission. Donc, je ne suis pas sur cette liste une copie de Debout la France. Nous sommes libres, nous sommes un mouvement sans étiquette, un mouvement citoyen et non un parti politique. Et j'insiste là-dessus parce que quand on parle de parti politique, il y a la notion d'enfermement. Nous sommes libres de nos faits, nous sommes libres de l'écriture de notre projet et nous voulons y aller pour changer les choses. Pas de financement. Donc avant Debout la France, il y avait Doubout. Oui, Saint-François. C'est un mot, c'est un titre qu'on a choisi qui est tout à fait antérieur et qui témoigne... En quelle année, depuis quelle année vous avez choisi Doubout de Saint-François? 2018. D'accord. Et Debout la France, c'est bien après? Oui, 2019, 2020. Donc, je veux bien faire la part des choses et je voudrais insister pour dire que nous ne sommes financés par personne. Ce sont nos propres deniers. D'où l'importance aussi de redonner de l'espoir parce que justement, et malheureusement je ne suis pas dans la critique, je suis dans le constat, depuis tantôt nous avons eu une alternance de droite, de gauche et résultat, le pays Guadeloupe est en panne. Donc avec ces jeunes, ces moins jeunes qui sont sur la liste et qui sont en pole position, nous avons voulu montrer que il y a autre chose de possible. Nous sommes à la croisée des chemins et nous pouvons tout à fait, avec les leviers qui existent, faire que les choses se fassent beaucoup mieux parce qu'il existe des leviers qui malheureusement jusque-là n'ont pas été utilisés de manière suffisante, mais seulement à minima. Donc nous voulons redonner de l'espoir en disant, vous avez entendu tout à l'heure Teddy qui disait au départ... Quand il a été contacté par Tony, il ne voulait pas, mais quand on lui a expliqué, on a été au fond des choses, nous avons fait de la pédagogie en disant que, mais il y a une réalité, nous sommes un pays riche, nous avons du potentiel, nous avons du génie. Et malheureusement, tout ce potentiel que nous avons, qui nous a permis de mettre à plat les 4 axes qui permettront que nous allons évoluer, ne sont pas utilisés. Donc, il a fallu expliquer les choses et à ce moment-là, ils ont tous été conscients qu'il était possible de donner une autre chance à la Guadeloupe et que la Guadeloupe n'est pas en mort cérébrale. Parce que si vous prenez le dernier rapport de la Chambre des comptes et qu'on voit les chiffres, la Guadeloupe est en mort cérébrale. Mais on peut prétendre à autre chose parce qu'un pays se dirige comme une entreprise. Une entreprise qui est en difficulté, si elle a du potentiel, elle va trouver des financeurs.
Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, redonner de l'espoir en expliquant que c'est possible sans raconter des fables, mais être dans les faits. On va y revenir tout à l'heure sans raconter des fables. Est-ce qu'un homme politique, en général, ne raconte pas des fables? Ou est-ce que quand il raconte des fables, il ne permet pas à la population de rêver? Alors, nous ne sommes pas dans le rêve, parce que l'heure est grave. Et c'est pour ça que nous sommes différents, parce que nous ne racontons pas des fables. Nous ne sommes pas des marchands de sable. Parce que ce que nous disons que nous allons faire, d'ailleurs nous ne faisons pas des promesses, nous prenons des engagements et en face, nous montrons qu'il est possible de le faire en prenant tel chemin, en trouvant tel financement. À chaque axe que nous développons, nous montrons en face qu'il y a possibilité de le faire. D'où la différence avec les marchands de sable. Oui, nous y reviendrons d'ici quelques instants. Alors, dernière de ce tour de plateau, vos motivations. Écoutez, bonsoir à la Guadeloupe. Je suis Nancy. Écoutez, mes motivations pour ces élections, c'est tout simplement de développer la Guadeloupe et de la transformer. Pourquoi? Ça fait 6 ans qu'on a donné l'occasion à d'autres de le faire. Aujourd'hui, on est dans une situation que tout le monde est d'accord pour dire que c'est catastrophique. Il faut se lancer. Comme a dit ma colistière, il faut être acteur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être actrice de mon avenir, de mon île et de la société surtout. Alors, qu'est-ce qui vous différencie concrètement des autres listes? Concrètement, je dirais d'abord, c'est le fait d'être sans étiquette. Ça compte énormément aujourd'hui pour une population qui n'a plus confiance en des symboles, donc les partis politiques qui, d'habitude, ont une idéologie très claire. Donc, soit on est de gauche, de droite, on va dans une direction. Aujourd'hui, même les centristes, tout le monde s'y perd. Aujourd'hui, je suis de gauche, de droite, bref. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas les jeunes, on voit ça comme un jeu, on voit ça comme des alliances et du copinage. Donc, pour moi, les politiciens qui sont en place ont le devoir d'avoir un exemple pour nous, cette jeunesse. Et aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne me reconnais pas et je veux pouvoir représenter une partie de la population qui, elle, a envie de travailler sérieusement et concrètement. Alors aujourd'hui, de plus en plus, le discours qui est tenu face à la population, c'est le fait d'être sans étiquette, de ne pas avoir de parti. Et beaucoup aujourd'hui se présentent aux élections en disant « moi j'ai pas de parti, je suis sans étiquette » ou « mon parti c'est la Guadeloupe ». Donc est-ce que ça peut faire la différence aux yeux des Guadeloupéens, le fait d'être sans étiquette ou sans parti? Ouais, donc je dirais dans un premier temps oui, puisque comme je vous ai dit, on a des symboles depuis plus de 30 ans qui sont ces partis politiques. Donc on vote pour une personne, on ne vote pas pour un projet. Et je pense que les Guadeloupéens ont un peu marre de tout ça et voudraient vraiment se concentrer sur les projets, ce qu'on va faire pendant 6 ans, ce qu'on ne va pas faire, ce qu'il est possible de faire et si mon quotidien surtout va changer avec telle ou telle liste. Et nous, aujourd'hui, on se positionne là-dessus en disant, voilà, réveillez-vous, on est là, nous sommes comme vous, nous sommes des Guadeloupéens, on n'a aucun parti politique, donc c'est vrai qu'on représente la population. Maintenant, on croit souvent dans son fauteuil qu'on ne peut rien faire, on ne peut que se plaindre. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est pas, merci. Si je peux... rapidement, puisqu'il nous faut passer à la deuxième phase. C'est pas le parti qui fait avancer les choses. C'est les hommes qui font avancer les choses. Le parti ne fait avancer rien du tout. Le parti, c'est un système, c'est un mécanisme. Le parti, c'est une machine, à gagner. Vous l'avez dit, à gagner. Alors, c'est une question, c'est une machine à gagner. Mais vous le savez très bien, vous l'avez dit. C'est une machine à gagner. Mais ce n'est pas une machine pour faire gagner la population. C'est pour leur intérêt personnel et non général. C'est ça la différence. On n'a pas besoin de parti. Nous sommes en Guadeloupe, petite île de... Enfin, on a perdu du monde depuis quelque temps. On était 420 000, nous sommes 375 000 maintenant. Mais nous sommes une petite île. On n'a pas besoin de parti politique pour les élections comme ça, régionales, municipales, etc. On n'a pas besoin de parti. On a besoin des hommes, des vrais hommes. Et ceux qui en veulent pour changer les choses et modifier les choses. Je reviendrai avec vous d'ici quelques instants. Nous marquons une courte pause et puis cette deuxième partie
sera marquée par le développement de quelques thèmes dans le cadre, bien sûr, des compétences du Conseil régional. Voilà, nous sommes à la deuxième phase de cette émission. Vous qui êtes à la maison, préparez vos questions. Je précise déjà une question par appel et puis une question assez courte, que nous puissions vraiment avoir un maximum d'appels. Hier soir, tout s'est très très bien passé, donc je pense que ça sera la même chose ce soir avec cette liste d'Ubud la Guadeloupe. Maintenant, je m'oriente vers vous. Alors, si vous voulez, je commence de l'autre côté de la table, si ça peut vous arranger. Pour les questions, de toute façon... Oui, d'accord. Bon, ben écoutez, on va vous faire cette petite fleur. On passera de l'autre côté de la table pour le premier thème. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire le thème que vous avez choisi? Alors, le numérique. Alors, le numérique. Nancy Folver. C'est ça. Ben, écoutez, le numérique, notre liste, nous sommes axés en fait sur les nouvelles technologies. Nous sommes en 2021, on sait très bien que le numérique a une place intégrante dans notre vie. Pourquoi pas utiliser le numérique pour améliorer, je dirais, les conditions de chaque Guadeloupéen. Que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de toutes les énergies, le solaire, la mer, la géothermie. Donc vraiment utiliser le numérique à travers nos ressources renouvelables. Alors est-ce que vous avez l'impression que l'équipe sortante a vraiment travaillé au niveau du numérique? Alors je dirais qu'il y a un travail qui a été accompli. Je dirais même certaines tentatives aussi, mais c'est vrai que le suivi de ces tentatives n'ont pas été jusqu'au bout. En tout cas, à mon niveau et au niveau de mon entourage, hein, vous pouvez poser la question. La Guadeloupe n'est pas très... c'est pas la Guadeloupe qu'on va aller chercher pour parler de numérique, en tout cas. Que ce soit au niveau du service public, il n'y a pas grand-chose d'accessible. Les prestations ou les démarches à faire au niveau de la région sont très compliquées en ligne. Il y a toujours un problème. Je pense qu'on peut faire mieux, et notamment, comme je vous disais, dans la gestion de nos ressources, notamment pour l'eau. On a beaucoup de fuites, beaucoup de problèmes de maintenance. Pourquoi pas utiliser les nouvelles technologies afin de pouvoir surveiller donc, ces fuites, alerter sur la maintenance quotidienne, les zones. Donc voilà, utiliser vraiment le numérique dans le quotidien des Guadeloupéens pour l'améliorer surtout. Alors, oui. Pour avoir compléter, si vous le souhaitez. Justement pour compléter, parce que pour avoir du numérique, il faut avoir une connexion. Pour avoir une connexion, il faut avoir du réseau. Pour avoir du réseau, il faut avoir de la fibre optique, etc., qu'on nous avait promis pendant un temps, qu'on n'a pas vu arriver. Vous savez, il y avait un plan là-dessus, à un moment donné, que je ne sais plus quel président l'avait mis en place. Il l'avait dit en 2020. Parce qu'aujourd'hui, on va chercher de l'eau sur Mars, mais on ne peut pas téléphoner dans les grands fonds de Sainte-Anne. Donc, le problème, c'est ça. On avait, il me semble, à la région Guadeloupe, sous la mandature sortante, une vice-présidente, 4e vice-présidente, je crois, ou 3e, qui était chargée du numérique, il me semble. Alors, il y avait quand Elle même était partie, cette idée forte, je crois qu'elle a été chercher la connexion au Canada. La fracture numérique. Oui. Et ça, la région avait dit, de toute façon, j'en ferai mon cheval de bataille. Et il y a eu quoi? On est toujours au même point. Parce que la personne qui s'occupait de ça est partie chercher la connexion au Canada, je crois. Donc, peut-être qu'elle est revenue depuis peu. Mais vous la connaissez bien, cette personne? Je la connais, oui, très bien, oui. Très, très bien. Mais vous la connaissez aussi bien que moi, je pense. Je ne sais pas. Mais bon, je sais pas de quelle voilà. personne Donc, vous voyez, parlez. parler du numérique, c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour pour faire, par exemple, la déclaration des ponts en ligne. Moi qui habite Pointe-des-Châteaux, je n'ai pas de zone. Je suis obligé de descendre au bout de Saint-François pour le faire. Et on veut accueillir du tourisme avec ça. Cherchez l'erreur. Oui. Maintenant, ça sera vous, Christiane Delany-Clara. Alors, oui. Le thème. L'éducation.
Alors, l'éducation, vaste programme, et je pense que j'ai de la chance d'être tombée sur ce sujet puisque je suis enseignante. Alors, moi, ce que je trouve, je ne veux pas dire que rien n'a été fait, surtout pas, mais les choses n'ont peut-être pas été faites de manière construite. Concernant l'éducation, on va dire que je suis toujours dans le droit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon dada. On a ce fameux article 73 de la Constitution de 58 qui dit en gros qu'il faut adapter le fonctionnement du pays sur le plan d'éducation par rapport à nos réalités. Alors, concernant l'éducation, je trouve qu'assez de choses ne sont pas faites. Des programmes sont faits, des formations sont mises à disposition d'un certain public, sauf que malheureusement, il y a une déconnexion, un manque de réalisme entre ce qui est proposé comme formation et ce dont nous avons besoin, parce qu'il y a un manque de concertation. Pourquoi il ne serait pas possible, et c'est ce que nous proposons quand nous disons que nous pensons le projet de la région de manière connectée, c'est-à-dire que tout s'imbrique. Ce que nous pensons, nous le faisons avec nos réalités. Nous allons faire un état des lieux. Par exemple, si je dis n'importe quoi, s'il faut 100 boulangers, on ne va pas former des pâtissiers. Il faut tenir compte de cette réalité, de l'âge des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, de la formation qui ensuite se met en fonctionnement avec les entreprises, de manière à ce qu'ils puissent faire des stages. La région, c'est le lycée. Il faudrait qu'il y ait une réelle prise en compte de ces jeunes jusqu'à Bac+5, c'est-à-dire les aider à s'intégrer, à se former, à s'informer en fonction d'une réalité. Pourquoi ne pas développer, par exemple, on parle de lycée, moi je parle de l'université de la mer. Nous sommes dans un pays avec une façade maritime extraordinaire. Nous pourrions développer beaucoup de choses dans le cadre d'Interreg, aussi à l'image de ce qui se fait au niveau des universités, au niveau européen. Erasmus, tenir compte de notre environnement géopolitique, tenir compte du millefeuille juridique dans lequel nous sommes, avec notre réalité et pouvoir échanger. Interreg, c'est 6 axes, dont l'éducation. Des choses sont faites, mais pas suffisamment importantes. Je pense que Interreg, cette année, ça a été 86,7 millions d'euros. Alors, Christiane Delaney-Clara, alors bien sûr, éducation, jeunesse, vie étudiante, on va mettre tout cela dans le même sac. Vous dites que tout ce qui devrait être fait ne l'a pas été. Est-ce que vous connaissez le budget régional sur ce volet? Non, je ne le connais pas par cœur. De toute manière, quand nous arriverons aux affaires, nous allons faire un état des lieux. Et puis les chiffres, des fois, ce sont des petites bêtes, mais vous allez certainement me le dire. Mais il est de 3 700 000 euros, un petit peu plus que ça encore. Donc, ça fait un vrai gros budget. Ça fait un vrai gros budget, vous avez raison, mais qui n'est pas fléché de manière correcte. Quand je prends Guadeloupe Formation, alors je ne mets pas en cause ni la qualité, ni les formateurs. Mais les choses ne sont pas bien faites. Ce sont des choses qui sont réfléchies hors sol. Parce que les gens qui réfléchissent et qui décident de faire les formations sont hors sol, ils sont déconnectés. Mais s'il y avait une vraie réflexion par rapport à nos besoins réels de notre environnement caribéen, eh bien, ces 3,7 millions auraient été utilisés à bon escient. Mais malheureusement, trop souvent, l'argent n'est pas utilisé, ne va pas forcément aux besoins réels que nous avons et il y a un vrai gaspillage. Nous voulons circoncire cette hémorragie, parce que vous me parlez de 3,7 millions, je pensais que c'était moins. Mais c'est énorme et quand on voit le résultat, ces jeunes qui sont obligés de partir... Alors pour l'éducation, pas pour les lycées, les lycées ont un budget bien à part. Oui, mais qui partent et qui ne peuvent pas revenir ou parce que, on leur fait des ponts d'or à l'extérieur, mais quand ils reviennent et qu'ils ont fini leurs études, voilà encore quelque chose de grave. On leur demande de l'expérience. S'il y avait un partenariat avec les entreprises de la place, les grandes ou les petites, où on leur permettrait, comme dans ce qui se fait dans les Landes en Allemagne, il y a une réelle imbrication des écoles, des institutions écoles et des entreprises. Et là, quand les jeunes
jeunes sortent sur le marché du travail, ils ont déjà eu une formation, on ne leur demande pas d'expérience. Donc, il faut repenser tout ce système. Et nous allons nous donner les moyens de le faire parce qu'on va s'attaquer à cette réalité où trop souvent, les choses sont pensées de manière déconnectée. D'accord, et vous aurez un bon budget si vous êtes élu pour les lycées, puisque vous en avez parlé, c'est plus de 19 millions d'euros. Donc voilà, et je vais passer la parole à Teddy Mondor. Qu'avez-vous choisi comme thème? On va le savoir. Allez-y. Ça va se savoir. Alors, la santé. Oh. Donc, alors, la santé, je pense que comme un grand nombre de Guadeloupéens, il faudrait justement revoir, je dirais, au niveau hospitalier, d'accord, voir le besoin réel, hein, puisqu'on a subi une grève pendant un certain nombre de temps par rapport au manque de moyens. Donc il faut, comme je le disais, revoir justement tout ce qui est proposé afin de limiter ce type d'inconvénients, je dirais, puisque dans un centre hospitalier qu'on ne retrouve pas de gants pour pouvoir soigner des malades, je pense qu'en 2021, on ne devrait pas être dans cette situation. D'accord? Après, on a aussi une problématique au niveau des médecins. On a justement d'autres territoires, comme par exemple Cuba, avec lequel on aurait pu nouer des liens afin d'avoir un vivier de médecins. D'accord? Donc, notre action sera, comme je vous le dis, de répertorier toutes ces problématiques et par la suite agir précisément. Simplement. Merci pour ce côté santé, et je repars de l'autre côté du plateau avec vous, Madame Clama Girand, c'est ça? Quel est votre thème? L'énergie. Ouais. Un thème qui vous convient? Ben, on va essayer de s'en sortir. On va parler du centre de géothermie, puisqu'elle produit pour d'autres, mais pas pour nous pour l'instant. Ce serait bien qu'on en produise d'autres et puis qu'on arrive à produire notre propre énergie seule. Vous pensez qu'on peut être totalement indépendant Si on a au niveau suffisamment de centres, d'énergie? Oui, vous pensez? éventuellement, ne plus compter sur EDF, ce serait pas mal. Ouais, qu'est-ce qui vous dérange avec EDF? Rien du tout. Rien du tout. Je ne m'attaque pas à EDF. Mais ce serait bien qu'on puisse être indépendant. Alors la région, depuis tantôt, hein, pas seulement sous la mandature d'Harry Chalus, a été tête de pont, on va dire, hein, au niveau des énergies, et notamment des énergies renouvelables. Alors est-ce que on peut mieux faire? Certainement. Après, si je peux rajouter quelque chose, en Guadeloupe, on bénéficie quand même de beaucoup de ressources naturelles. Moi, je sais que chez moi, ça fait... j'ai toujours connu les panneaux solaires. Maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus d'offres où on propose aux habitants d'avoir leurs panneaux solaires. Ben ça, en fait, ça devrait être limite généralisé. On a un soleil pratiquement toute l'année. On a des endroits qui sont bien situés au niveau du vent. On peut mettre en place des éoliennes. Enfin, on a pas mal de ressources, on va dire, naturelles comparées à d'autres régions. Et je trouve qu'on ne les exploite pas assez. Ou du moins sur... On ne les exploite du tout pas. Tout simplement. Ouais. Simplement. Parce que, ouais, c'est vrai que... Une dernière peut-être chose à rajouter. Effectivement, par exemple, sur la géothermie, comme elle a dit, les Guadeloupéens aujourd'hui, on a beaucoup d'atouts. Par exemple, la géothermie, comme elle a dit, on le vend, enfin d'autres profitent de notre énergie, mais pas les Guadeloupéens. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a récemment une procédure afin que les Guadeloupéens soient propriétaires de cette centrale géothermie. Information qui est très intéressante et on va dire primordiale pour le long terme, n'est pas communiquée à la population. Pourquoi ? Alors il faut se poser cette question.
on a les moyens, on peut être propriétaire de notre propre centrale géothermie. Malheureusement, la communication n'est pas faite. Sachant que cette même Qui possède aujourd'hui cette centrale? Cette centrale des privés, donc C'est possédé à 40% Alors, je crois, par l'État voilà, et à 60% par des Israéliens. Américains, tout simplement. Exactement. Et le reste du capital, donc, afin de l'acquérir, peut être acquis par les Guadeloupéens de par des cotisations, surtout qui ont déjà été payées depuis 1963, pardon. Et du coup, on peut faire une proposition d'achat. Maintenant, si on reste là à regarder les choses se faire, rien ne changera. Et si on ne le sait pas, surtout, comme tu dis, il y a un grand manque de communication. Alors, pour rebondir sur l'énergie... Alors, vraiment, on doit continuer. Oui, mais on a beaucoup de choses à dire, en fait, parce que ça fait partie, en fait, de notre projet, l'autosuffisance énergétique, en fait. Parce qu'elle a parlé, effectivement, de la géothermie, mais dans la géothermie, il y a l'hydrogène. Avec l'hydrogène, on fait l'électricité. Donc, cette électricité-là, il faut savoir que dans 3-4 ans, EDF va augmenter ses prix. Donc, si on commence par aujourd'hui, pour être autosuffisant, demain, quand il y aura dit, nous qu'est pris. Donc, il y a la biomasse et tout ça. Et alors, pour une précision, parce que j'ai vu sur les réseaux, ce ne sont pas des lettres de soleil, hein, c'est des lettres de vue. Je tiens à le préciser, puisqu'on a... Quelqu'un demande de retirer. Ben, vous regardez en même temps votre téléphone, voir mais c'est ça les commentaires. dans la région. Bien, maintenant, monsieur Bauzière. Oui. Alors, moi j'ai choisi le logement. Mais tu es tombé. Ouais, ah oui, et après, vous savez, étant à la région, on pourra travailler à tous les niveaux ou pas. Donc, enfin, concernant le logement, ben, moi je vois plus qu'on devrait réorganiser l'économie résidentielle, justement en Guadeloupe. Expliquez-vous. Favoriser l'accès au foncier, déjà, aux Guadeloupéens. À partir de là, on pourra justement construire. Les logements pourront être accessibles, justement, au plus grand nombre. Et là, à ce moment-là, on pourra réduire justement ces problèmes. Donc pour vous, pas suffisamment de logements? Plus ou moins, puisqu'on remarque qu'on a énormément de cités qui sont désaffectées ou qui ne sont pas encore livrées, puisqu'on a également, on entend souvent des soucis d'attribution de logements sur certaines villes, sur certaines communes. Donc je pense qu'il y a un souci, qu'il faudrait déjà revoir les dispositifs d'attribution, les dispositifs d'accompagnement, d'encadrement des administrés et également... Alors qu'est-ce qu'il faudra changer en termes d'attribution de logement? Ben, je pense que ce qui est fait déjà n'est pas bien fait. Donc il faudrait déjà peut-être voir le délai, la fluidité de traitement de tous ces dossiers. À partir de là, je pense qu'on pourra avoir des résultats positifs sur toute l'île. Et vous pensez que la région pourrait agir là-dessus? Ben, en tout cas, avec mon équipe, nous, les colistiers, on fera en sorte que tout cela soit possible et que ça se fasse, justement. Ouais. Donc, vous essaierez de voir les bailleurs sociaux, de les réunir, de les contraindre? Absolument. De toutes les manières, on a bien vu avec du moins le gouvernement comment ça se passe. Quand on ne suit pas ce qu'on nous propose, ben, on a la possibilité de sanctionner avec des amendes. Voilà. Donc, gouvernement père fouettard? Non. En fait, on n'est pas là pour fouetter, on est là justement pour fonctionner ensemble. Je parle bien du gouvernement, puisque vous avez dit tout à l'heure, regardez comment ça se passe avec le gouvernement. Oui, mais justement, je ne l'ai pas traité de fouettard. Ouais, bon. Nous allons composer en personne intelligente et constructive. Voilà maintenant Aurélie Rancé. Solidarité. Mais tout comme Christiane l'a dit. Voilà, suivant. La solidarité. Non, alors là, non, la solidarité, moi, qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Il y a un axe qui avait relevé mon attention, donc c'était, bon, je parle vraiment
En fonction de ça qui, voilà, c'est spontané, c'est ça qui touche ma sensibilité. Et là, clairement, je suis chef d'entreprise, j'étais étudiante, enfin, je suis vraiment dans cette dynamique-là. Donc, pour moi, la solidarité se ferait vraiment au niveau des entreprises, comme disait Christiane tout à l'heure. L'accompagnement, peut-être. Depuis, en fait, dans le programme, c'est un axe qu'on propose. L'accompagnement, peut-être depuis le lycée jusqu'à l'université et à l'insertion dans certaines entreprises. Enfin, d'ailleurs, dans toutes les entreprises en place, peut-être faire un partenariat avec les lycées et suivre peut-être le projet d'un jeune qui veut créer ou qui veut s'insérer dans la vie active. Et enfin, plutôt en tout cas qu'il se sente obligé de partir pour se former, mais proposer une formation. Enfin, un suivi, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais un suivi du lycée jusqu'à sa vie active. Et du coup, tu as parlé aussi de priorité aux locaux. Oui. Au niveau des emplois, on l'a vu, en tout cas ceux qui ont Twitter, Facebook, ça arrive qu'il y ait des offres d'emploi qui soient publiées et dans l'annonce, chose qu'on a trouvé assez choquant, on propose directement aux métropolitains de venir, enfin l'offre d'emploi est destinée aux métropolitains, avec peut-être maison de fonction, enfin tout. Alors que sur place, on a des cerveaux, on a des jeunes qui font des études, qui ont les capacités d'occuper ce poste, mais elle est publiée ailleurs. Donc ça, je ne comprends pas vraiment la démarche. J'ai une anecdote, j'ai une agence de casting, j'ai une anecdote récemment, on m'a proposé un contrat pour l'ARS, c'était une campagne la campagne avait pour but, ils cherchaient des figurants, la campagne avait pour but donc on m'a demandé des profils type métro pour tourner un petit spot pour inciter les docteurs et médecins, enfin les professionnels de la santé, des kinés entre autres, à venir exercer en Guadeloupe. Ben, j'estime, je connais du monde en tout cas, qui travaille dans le milieu de la santé et qui cherche à revenir. Pourquoi dans le spot on veut absolument, enfin pourquoi on recherche ce genre de profil pour inciter? Pourquoi pas faire aussi un spot où on incite les locaux qui sont partis à venir prêter main forte? Donc tout ça aussi pour moi, ça serait une forme de solidarité. Comment? La préférence locale. En tout cas, donner priorité aux locaux et si éventuellement on ne répond pas aux critères, aller élargir la recherche. Parce que oui, pour moi, ce serait une solution. Ce serait une forme de solidarité en tout cas, parce que des chômeurs, on en a. J'ai été très longtemps aussi. Oui, donc, on n'a pas trop bien compris. Non, mais je disais que voilà, des gens en recherche d'emploi, on en a, on entend ça tous les jours, même dans mon entourage. 60%, je crois, 60% de jeunes sont au chômage actuellement. Donc, est-ce qu'avec 60% de jeunes au chômage, on ne peut pas trouver... Est-ce que dans ces 60 personnes-là, on est vraiment obligé d'aller... 60%. J'ai dit quoi? 60 personnes. Ah, 60%, excusez-moi. On ne peut pas trouver... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller faire dénoncer sur Twitter ou peu importe le réseau une recherche d'emploi, enfin une recherche de candidats extérieurs. Donc oui, donner peut-être la priorité et pour moi, faire avancer son île, c'est ça, être solidaire, c'est ça, donner la priorité aux gens qui cherchent d'abord ici et éventuellement étendre si nécessaire. Merci. Maintenant, Tony Delaney. Alors vraiment, on ira un petit peu plus vite et puis vous pouvez commencer déjà à nous appeler, le pour tourisme. Poser vos questions. Oui, le tourisme. Nous sommes tous des touristes chez nous. Alors le tourisme à la région. Il n'y a plus rien à faire, nous sommes tous des touristes, vous dites? Nous sommes tous des touristes sur Terre. Mais il n'y a plus rien à faire. Nous sommes tous des touristes sur Terre. C'est 500 000 voyageurs quand même par an, pour l'emploi je crois, au dernier pointage. 160 000 croisiéristes, il y a peu de temps. Avec un budget de 505 millions, ce qui fait 1 000 euros par voyageur. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour le tourisme en fait. Il y a beaucoup de gesticulation. On dit qu'on veut. On fait des avions arriver par 8 avions, 9 avions par jour arriver. Et après on nous confine 2 mois après. C'est pas comme ça qu'on doit faire du tourisme. C'est bien aussi pour l'économie, certes, mais on ne doit pas faire du tourisme comme ça. On doit redynamiser le système.
On doit donner... Déjà, il faut redonner confiance aux gens. Premièrement. Déjà à nous-mêmes, et pour pouvoir recevoir les gens. Il faut qu'on les reçoive bien. Parce que, je vous ai dit, 500 millions d'euros par an pour le tourisme. Donc ça fait 1 000 euros par voyageur. Quand un croisiériste arrive à Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qui est fait pour eux? Vous avez voyagé, vous avez été ailleurs, vous avez vu comment on accueille les touristes. Non, on n'a rien en Guadeloupe pour eux. À part, oui, on est joli. La Guadeloupe, c'est une perle au milieu de la Caraïbe. Là. Le budget 2020 de la région, le budget primitif de la région, c'est un peu plus de 11 millions d'euros pour le tourisme. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec un tel budget, et on ne parle pas de tout ce qui avait déjà été mis en place, on peut dire que le tourisme piétine? Oui, non seulement il piétine, mais il fait du moonwalk, c'est ça, il marche en arrière en fait. Mais oui, on n'a rien pour le tourisme en Guadeloupe aujourd'hui. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui a changé avec... Alors c'est un budget primitif, hein. Vous savez ce que c'est un budget. Ça se modifie, on bouge les lignes budgétaires, on fait ce qu'on veut avec. Hein. D'accord? Il faut faire bien, et d'ailleurs une collectivité ne doit pas être excédentaire, doit être équilibrée à la base. Jusqu'à preuve du contraire. Bien, le tourisme, il faudrait développer différemment le tourisme, redynamiser le tourisme. Le tourisme avec les artisans. Mais une idée concrète. Alors, vous avez certainement une idée, une seule concrète que vous pourriez faire si vous êtes élu. Ça doit partir depuis là-bas, avec les tours opérateurs. Organiser les touristes. Avec un projet, un parcours. On ne va pas les emmener dans un hôtel pour aller se dorer matin, midi et soir. Il faut faire de... Mais peut-être que les touristes viennent aussi pour ça. Ben c'est pas du tourisme, ça. Mais peut-être aussi que il n'y a pas d'autre chose de proposer. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il y a des points sur lesquels on est quasiment inexistant. Le tourisme VR, on n'a rien à proposer actuellement au niveau du tourisme VR. Donc il y a plein de pistes sur lesquelles on pourrait justement agir. Comme par exemple, si vous permettez, on a beaucoup de points touristiques qui sont, alors jusque-là, notre premier problème, c'est les déchets. On a un gros problème en Guadeloupe de déchets, de valorisation et de traitement. Rien que ces points touristiques qui sont des poubelles. C'est des poubelles en plein air, à ciel ouvert. Tout le monde a entendu parler de cette action associative de Clean My Island, mais encore. Est-ce que faut-il tout déléguer aux associations? Est-ce que les institutions n'ont pas un rôle à jouer? Il y a des EPCI aussi. Bien sûr, mais est-ce que justement, toutes ces institutions sont censées travailler là-dessus? Mais qu'il n'y a pas de cohésion. On voit très clairement qu'il n'y a pas de cohésion. Si vous avez dans une chaîne un seul acteur qui s'occupe de cette chaîne de traitement de déchets et qui ne s'occupe pas de la valorisation, c'est clair que tout le monde, on balance tout n'importe où. Il faut valoriser notre culture, notre patrimoine avec le tourisme. Parce que c'est par eux que ça passera, forcément. Les productions locales. Ben oui, on doit faire un tourisme intelligent, innovant, différent. C'est pas de prendre un billet d'avion, de venir en Guadeloupe pour aller à l'hôtel. C'est pas du tourisme, ça. Il faut consommer, il faut aller voir les artisans. Mais pour cela, il faut... Et ça crée de l'emploi, en plus. Et ça permettait de sortir 60% des jeunes au chômage. Tout s'embrinque, en fait. Hein. Mais il faut la volonté de le faire. Et juste pour finir, pour rebondir, nous avons déjà un appel de téléspectateurs. Il parlait de création d'emplois de par le tourisme vert, bien sûr. Et, on a beaucoup de jeunes qui sont très proches de la nature et on peut créer beaucoup d'emplois en mettant sur des points touristiques déjà l'accès payant pour les touristes, chose qui n'est pas fait actuellement. Donc on peut valoriser nos pôles touristiques par déjà le fait que ce soit payant de manière très symbolique pour les touristes. Déjà, ça montre qu'on valorise nous-mêmes notre patrimoine. D'accord. Bon, ben merci pour ces quelques thèmes qui ont été abordés, bien sûr pas en profondeur, mais je pense que vous aurez à cœur de poursuivre sur le terrain. Alors, il faut quand même être précis sur les choses dont Debout la France, novembre 2008. Création. Donc, c'était juste parce qu'il y a une remarque là-dessus. Donc, novembre 2008. Voilà, juste pour cette précision. Et puis, nous passons aux appels. 2008, pardon, j'ai oui, la création.
De Debout la France? Oui. Oui, mais elle Debout parlait la de France. Debout Saint-France, on avait parlé. Non, non, mais on a parlé de Debout la France aussi, d'accord. en parallèle. Donc, j'aimerais bien donner Ok, la ok. bonne date D'accord. pour que nous soyons bien précis sur ce plateau. Voilà, donc maintenant, place aux appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, j'appelle parce que je vois à la télé un groupe de jeunes, un groupe bien entouré. Vous êtes bien présentable, beau. Je voudrais d'abord vous féliciter avant de vous poser ma question et vous dire si vous vous êtes engagé, continuez parce que c'est un bon combat pour la Guadeloupe et ça, c'est quand même on est quand même fiers de voir des jeunes à la télé qui veulent faire quelque chose pour la Guadeloupe. Alors ma question est, pourquoi, vous les jeunes, vous avez choisi votre engagement sur la liste d'Ubuntu de la Guadeloupe? Voilà, merci madame pour cette question. Alors, qui veut répondre? Je vais répondre. Oui. Ben, déjà parce que Debout de la Guadeloupe, c'est sans étiquette. Donc, défendre des Guadeloupéens sans avoir une étiquette, c'est préférable, tout simplement. Oui, qui veut compléter? Moi, par exemple, pourquoi Debout de la Guadeloupe? Tout simplement, comme mon colistier l'a dit, sans étiquette, mais pas seulement, parce que c'est un projet global sur la Guadeloupe, donc tous les thèmes qu'on a tirés au sort tout à l'heure, mais c'est une vision transversale. Donc, on va regarder l'éducation, comme on va regarder le tourisme, comme on va regarder les ressources renouvelables, l'insertion, la formation professionnelle. Donc, c'est vrai que le projet qu'on a, il est transversal et c'est ce qui, en tout cas moi, m'a poussé à m'engager sur cette liste. D'accord, donc vous vous êtes réunis, vous avez réfléchi, vous avez pensé le projet ensemble. Exact. C'est la grande raison, justement. C'est qu'on a été justement conviés à se réunir et à réfléchir justement à ce projet. J'ai pas fait un projet tout seul, c'est ce que vous voulez dire. Je ne suis pas resté au bout de la table à faire mon truc tout seul là dans le noir et puis dire tiens, je vous propose un projet. Et puis je vais le faire signer avec une autre personne. Non, pas du tout. Un projet a été conçu, réfléchi, pensé avec les 43 colistiers. Parce que ces 43 candidats, ils ont signé un document pour aller à la préfecture comme quoi ils sont candidats à l'élection régionale. Merci. Autre appel. Bonsoir. Nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui. Oui, je peux vous poser ma question? Bien sûr. Oui, alors bonsoir. 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 Voilà, je pose la question. Ça y est, je peux? Oui. Allez-y. Oui. Alors, nous avons une structure qui s'appelle Chambre des métiers en Guadeloupe. Et en ce moment, en fait, cette structure n'a pas de président. Alors, je voudrais savoir, l'équipe, quand l'équipe sera en place, qu'est-ce qui a été prévu pour remettre en place l'organisation de cette structure? On n'a pas entendu le nom de la structure. Chambre des métiers. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Merci. Oui, alors je peux commencer à répondre et je pense que d'autres interviendront. C'est un exemple type de ce qui est en train de se passer en Guadeloupe. Pourquoi la Chambre des métiers n'a pas de gouvernance en ce moment? Parce qu'il y a eu une bataille de coqs. Ils se sont tellement querellés. Je crois que sur une durée de 2 ans, il y a eu 2 présidences et finalement, comme les choses ne se sont pas faites, les personnes ne se sont pas entendues, maintenant ils sont sous la tutelle de la France hexagonale. Donc c'est un exemple type des choses que nous devons gommer. Parce que dans cette bataille, je l'ai suivie de très près, il y avait malheureusement des partis pris politiques. Et il faudrait qu'on s'en sorte. Parce que, pour la petite histoire, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les partis politiques, c'est terminé. Les idées sont belles, qu'elles soient de droite ou de gauche, mais il faut vivre avec une réalité économique. 89 a sonné le glas des partis politiques. Donc il faut être dans une réalité et arrêter cette guerre cette guerre fratricide et penser guadeloupéen, penser projet et faire abstraction. Alors nous,
ce que nous ferons quand nous serons aux affaires, et j'espère que nous le serons, parce que nous redonnons de l'espoir, eh bien, nous mettrons le nez dans ce type d'affaires, mais pas pour diriger, pas pour faire de l'injonction, mais pour mettre à mal toute cette guéguerre et dire pensons Guadeloupéens et les accompagner, les aider. La région a beaucoup aidé la Chambre des métiers et de l'artisanat. Oui, alors en pensant un projet qui puisse faire vivre la Guadeloupe. Parce que pourquoi il y a eu ces querelles aussi? C'est parce qu'ils étaient en panne d'inspiration. Alors je ne dis pas que la région n'a pas aidé, mais ce que je suis en train de dire... Alors je ne parle pas de cette présidence d'Harry Chalus, hein, mais la région a aidé avant Harry Chalus aussi. Oui, tout à fait. Mais il faudrait vraiment penser, parce que l'artisanat, c'est le premier employeur de France, on le sait. C'est le tissu le plus important. Et malheureusement, comme les choses n'étaient pas pensées de manière cohérente, les pâtissiers d'un côté, les boulangers de l'autre, ça a explosé. Alors, ce n'est pas des promesses que je fais. Nous prenons l'engagement ce soir que toutes ces structures qui font vivre notre société soient pensées avec la réalité qui est la nôtre. Et je pense que si sous plusieurs présidences, il y a eu des aides, cette chambre de métier a été soutenue, il y a quand même un problème interne qui continue à perdurer. C'est pour ça que j'ai parlé d'un combat de coxie. C'est ça. C'est un problème d'homme, en fait. Vous savez, la chambre des métiers, qu'est-ce qu'on envoie là aux artisans aujourd'hui? Un jeune artisan demain, il va lui dire, moi ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on envoie comme image? Et qu'est-ce qu'on envoie comme image à l'extérieur? Depuis 2-3 ans, on n'a pas de président, ça tourne non-stop. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, ils ont mis en place une espèce de gouvernance avec 5-6 personnes dirigées par la métropole, etc. Mais c'est pas normal, ça. On ne peut pas laisser à chaque fois, même si après on veut changer de statut, mais on ne peut pas laisser à chaque fois le préfet puisse prendre la décision de ça. Non, c'est pas possible. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, vous avez la parole. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, je peux poser ma question? Bien sûr. D'accord, voilà. Alors, je fais appel de Sainte-Rose. Je tenais à féliciter tous ces jeunes entrepreneurs qui ont décidé de se lancer en politique afin de redonner une autre couleur de la politique en Guadeloupe. Et c'est très bien. Alors, donc, en fait, malheureusement, la campagne a débuté sur une mauvaise tonalité, une tonalité de mise en examen. Et on constate que notre collectivité territoriale, la collectivité de la région plus précisément, est en grande difficulté financière par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors je vais poser une question à M. Delaney et je souhaite savoir quel plan qu'il envisage de mettre en place pour relancer ou redynamiser l'économie en Guadeloupe. Merci madame. Merci beaucoup d'avoir choisi M. Delaney. Alors, pour redynamiser l'économie en Guadeloupe, on doit moderniser l'économie en Guadeloupe. On doit développer l'économie en Guadeloupe. On doit redonner confiance à la population. On doit faire l'agriculture hors sol. On doit créer, parce qu'aujourd'hui, tous les sols sont, on va dire, pourris, contaminés. On doit faire de l'agro-transformation pour la pêche. On doit créer, pas un lycée, puisque j'ai entendu, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on va faire un lycée. J'entends encore pendant la campagne là qu'on va faire un lycée de la pêche. On doit faire l'université de la pêche aujourd'hui, pour la grosse transformation de nos produits, avec des bassins, l'aquaculture, développer au maximum. Parce qu'aujourd'hui, avant d'aller donner de l'argent à qui que ce soit, il faut peut-être faire un état, un éventail, comment ça s'appelle, une évaluation, merci, une évaluation des TPE par exemple. Des TPE. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce Covid-là et même avant ce Covid? Qu'est-ce qui s'est passé? Les TPE, ils en ont plus plein la tête, ils n'ont pas pu avoir les subventions qu'on leur avait promis. Pourquoi? Parce que le RSI, pendant 12 ans, les a ponctionnés, les a malmenés. Et bien sûr, ils étaient, on a des chefs d'entreprise là, ils étaient quoi? Eh bien, ils étaient en difficulté pour payer leurs charges.
Et à ce moment-là, aujourd'hui, quand la région ou l'État devait donner des subventions pour pouvoir les aider pendant cette maladie, qu'est-ce qui s'est passé? On leur dit, mais vous n'êtes pas éligible. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à jour. Mais c'est normal. Donc on doit redonner confiance à la population, mais redynamiser l'économie et le faire autrement. Merci. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, voilà, j'avais une question concernant l'équipe qui est en ce moment en plateau. Alors, je vais juste vous donner un exemple pour contextualiser ma question. Dans la région Hauts-de-France, le président actuel a décidé de mettre en place des contrats cadres avec l'État de façon à utiliser du numérique pour redynamiser l'industrie, qui est le fleuron de la région, des usines, etc. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place des contrats cadres? Pourquoi je dis ça? Puisque vous avez parlé de la chambre de métier tout à l'heure, on a vraiment besoin des organisations professionnelles pour redynamiser les secteurs. Sans contrat cadre aujourd'hui, on se retrouve avec des compétitions entre les organisations professionnelles qui sont là plus dans des batailles d'ego, d'où la bataille d'ego qu'on a eue à la chambre de métier d'ailleurs. Voilà. Et pour moi, le contrat cadre serait une des solutions pour contrer ces guerres d'ego qui empêchent l'économie d'émerger. Est-ce que vous avez un plan dans votre programme? Est-ce que vous avez ce genre de proposition? Merci, madame. C'est un peu, merci de votre question, madame. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure concernant la formation. Je donnais l'exemple des Landes en Allemagne, où il y a un lien entre la formation et les entreprises. C'est quelque chose de tout à fait faisable, d'autant que dans notre spécificité juridique, je vais encore parler du 73, et pour aller plus loin du 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui nous permet, par rapport à cette spécificité, d'avoir des leviers nous permettant, parce que bien sûr faire des contrats cadres avec les entreprises c'est très bien, mais il faut une contrepartie financière, et cette contrepartie financière, pour mettre ces contrats cadres en place, nous pouvons la trouver au niveau européen, au niveau national et même au niveau international, parce que des leviers existent. C'est quelque chose que nous avons pensé, que nous avons écrit, mais pas comme vous le dites, dans une globalité. Mais effectivement, c'est une des options, des choses que nous pourrons faire, mais de manière très générale, au-delà de la Chambre des métiers, pour des domaines qui sont les nôtres. C'est aussi par rapport à ça que nous avons pensé de mettre des zones franches, parce que les zones franches, ce sont des retours sur investissement. Qu'est-ce que ça demande? Il faut 3 critères. Il faut avoir un taux de chômage important, c'est notre cas. Il faut avoir une tranche de ces chômeurs qui soient en échec scolaire, qui ne sont pas diplômés. Et il faut avoir un potentiel de fiscalité. Donc, cette réalité, nous l'avons. C'est pour ça que nous avons fait le choix de pouvoir mettre ces choses en place. Alors, vous me direz, quel sera le retour par rapport à l'État? C'est un retour sur investissement. C'est comme ça que beaucoup de choses se font. On fait un projet, on fait quelque chose, et on espère, par rapport à ce qui va se faire, tantôt, de pouvoir récupérer des sous. Ça permettrait aux entreprises de recruter du monde, d'avoir des charges sociales très basses ou pas du tout. Ça créerait de l'emploi, ça créerait de la richesse et ça ferait repartir notre économie. C'est comme la maritime. Merci, puisque nous avons d'autres appels, donc je vous demanderai d'être précis. Et puis, il y a tellement à dire, puisse récupérer. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'appels, beaucoup de questions. Vous aurez l'occasion de détailler sur le terrain, de vous appesantir dessus, puisqu'il y a beaucoup de questions pour vous. Et ça vous permettra d'ailleurs de décliner votre programme. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame Boisé, bonsoir. 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 Oui, alors j'appelais déjà pour féliciter toutes ces personnes qui sont sur le plateau. Merci. Oui, allez-y. C'est moi? Oui. Oui, excusez-moi. Oui, alors je tenais à féliciter toutes les personnes qui sont là sur le plateau. Le débat est très, très, très intéressant. Et c'est une jeunesse qui est bien présente, qui me fait très plaisir. Et quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et vraiment, je vous félicite. Il y a de la présence, il y a des arguments.
Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Très sincèrement, bonne continuation à tous. Et puis, vous êtes vraiment un très très bel exemple pour la jeunesse du pays. Votre Super. question, Merci. s'il vous plaît. Merci, madame. Avez-vous une question? Non, c'était juste pour vous féliciter. C'est très très bien, vraiment. Hein. Merci, Félicitations. gentil. Je laisse la Merci, parole aux autres. Mais quand c'est bien, il faut savoir féliciter. Félicitations à vous. Merci. Donc le vin, Doubout la Guadeloupe. Merci Très bien. madame. Et puis, nous poursuivons avec ces appels. Alors maintenant, c'est vrai, alors, on vous a félicité, vous êtes très bien, vous avez beaucoup d'idées. Vous vous trouvez face à des listes composées de personnes qui ont l'habitude de venir aux élections, l'habitude, on va dire, d'argumenter, des listes, bien sûr, qui, on va dire, des mammouths de la politique. Donc, qu'est-ce qui peut concrètement faire, au-delà de dire nous sommes des sans étiquette, nous n'avons pas fait de politique, nous sommes jeunes, nous sommes beaux, nous sommes bien, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui pourrait vous permettre de faire la différence sur cette élection? Alors tout de suite, ce qui me vient à l'idée, après je laisse la parole aux autres, ce sont des mammouths, effectivement. Ils ont des machines derrière eux, ils appartiennent à des partis. Ils sont là depuis 40 ans. Mais voilà. Avant d'être des mammouths de la politique, c'était des chatons comme nous. On est bien d'accord. Puisque vous avez employé mammouth. Moi je vous dis. Donc, avant que ces gens-là soient en politique, il faut bien commencer un jour. Aujourd'hui, c'est des cadors de la politique, c'est vrai. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Ceux qui étaient là, ils veulent revenir. Faire quoi encore? Ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour le faire? Ceux qui sont en place, ils nous resserrent la même soupe. Et vous avez vu les listes un peu? Vous avez étudié les listes. Il y a des gens un peu de partout dessus. En général, la soupe à Congo, c'est très bon. Mais là, c'est une mauvaise soupe à Congo. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, monsieur. Bonsoir, oui, bonsoir. Votre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, en termes de poser une question. Allô? Oui. Oui, allez-y. Entendez-moi? Oui. En termes de poser une question. Oui, nous écoutons. Oui. En termes de dire ces candidats-là, ces jeunes candidats-là qui ont les plateaux-là, nous avons une situation en Guadeloupe, parce que nous sommes Guadeloupéens, et situation à nous en Guadeloupe là, c'est problème à de l'eau là. C'est santé voudrait ces jeunes-là, en cas souhaité qu'ils aient passé. Parce que moi, encore pour les jeunes, arriver à une vocation à eux. Mais par contre, bitin à de l'eau là qu'il a là, en termes de poser une question, qui gens, si à toute fois ils ont passé, comment ils ont fait régler le problème à de l'eau là? Ensuite, moi, en cas parler langue, excusez-moi, parce que peut-être. C'est langue non? C'est créole, on m'a parlé. Parce que moi, en c'est créole. Alors, en cas dire que moi, en développé voir, est-ce que réellement, que demain, ils ont passé, par exemple, l'avenue Cavini, ils ont passé, ils ont élu. Et là, ils ont venu élus, pour moi, voici, ils ont réglé tous ces problèmes-là que nous vivons en Guadeloupe là. On ne parle pas de problème à l'extérieur, parce que moi, on a dit, nous pas même dans la France, nous dans l'Europe. Parce que l'avenir Cavini, l'Europe a lâché tous les départements d'outre-mer. Alors, il faut commencer depuis une fois même, mettez-vous sur les rails pour travail pour pays là, nous qui vivons dans là. Monsieur Santédier, et bonne soirée, bon Tchébéré. Merci beaucoup. Merci, et Doubout de la Guadeloupe, le vin. L'eau. Une belle question de l'eau. Aujourd'hui, il y a une enquête là. On est à la veille des élections, les enquêtes arrivent de partout, comme souvent, et les enquêtes vont rester dans les tiroirs, comme d'habitude. Mais bon, tant mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. L'eau, on doit repenser le système de l'eau. Je suis un ancien, je suis un technicien de chez Veolia Eau Environnement, même si certains ont dit que je n'ai jamais travaillé là-bas, mais j'ai travaillé plus de 25 ans à côté de Nanterre, à Veolia Eau Environnement. L'eau en Guadeloupe, ce n'est pas un problème de production.
Jamais. C'est un problème de distribution, parce que de l'eau même partait des fois, à un moment donné, sous des barges pour partir en métropole. Vous ne savez pas ça? L'eau, on doit créer, pas une SMO, puisque l'SMO aujourd'hui, parce que le ministre, le Cornu avait dit en décembre, faites-moi l'SMO rapidement. Donc on s'est empressé, on a signé l'SMO. Tout le monde était d'accord. Mais c'est Siak bis. À la tête de l'eau, il faut un technicien de l'eau. À la tête d'un garage, on ne mettra pas un boulanger. Quoique, il connaît peut-être les deux métiers. Mais à la tête de l'eau, il faut un technicien de l'eau. Même si, dans la structure, il y a des politiques. Mais à la tête de l'eau, il faut un technicien de l'eau. Ensuite, il faut deux structures. Production, distribution, pour pouvoir converger vers... Et vous savez ce qui va se passer. La Générale des Eaux, donc dite Veolia, puisque la maison mère c'est Veolia, va revenir en Guadeloupe dans peu de temps. Dans peu de temps, puisqu'ils ont racheté la Suez. Ils sont déjà présents. Ils sont déjà présents. Ils ont créé le château d'eau à Doutemar pour l'hôpital. C'est pas anodin. Donc ils vont revenir. Et qu'est-ce qui va se passer? On va recommencer la même chose. Et les Guadeloupéens vont repayer. Et moi, je dis non. Il faut qu'ils reviennent. Oui, ils doivent revenir. Mais ils doivent payer. Parce qu'on a payé pendant 80 ans sous nos factures. Vous, moi, nos parents. On a payé des remboursements de canalisation, de ci, de ça. Donc ils doivent prendre et de faire le job. D'accord. Ils doivent le faire. Non, mais c'est sérieux. Non, Moi, mais il y a des endroits en Guadeloupe, il y a 3 semaines, il n'y a pas d'eau. Nous sommes dans un pays, il fait chaud. Nous sommes en plein Covid. Les écoles sont fermées à cause de ça. Alors aujourd'hui, vous dites il faut en finir, il faut avoir une solution, il faut vraiment avancer sur ce dossier de l'eau. Mais sérieusement oui, un dossier qui, depuis 20 ans, voire un peu plus, est sur la sellette et on espère, comme tout un chacun, que ce problème sera résolu et dans pas trop longtemps. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir. Voilà, c'est un téléspectateur qui n'a pas eu la patience d'attendre. Alors, je débuterai un tour de plateau avec vous et puis nous continuerons à prendre les appels les uns après les autres. Alors, un message à cette population, un message qui pourrait peut-être toucher, je dirais, le cœur des Guadeloupéens et un message qui pourrait les pousser à faire le choix de bout de la Guadeloupe. Avec vous, je vais débuter Cynthia Clamagiran. Oui, alors, votre message aux électeurs guadeloupéens? On dit on va tout faire pour pouvoir faire les bonnes choses. Donc on vous demande de bien vouloir voter pour nous le 21. Le 20, pardon, autant pour moi, le 20. Et continuons, de bout de la Guadeloupe. Et pourquoi voter pour vous? Parce que nous sommes les meilleurs. D'accord. Alors ça sera avec vous, Monsieur Bozière. Moi, j'appelle tous les Guadeloupéens à voter pour une liste déjà sans étiquette, puisque on ne représente personne, aucun parti. Nous ne sommes dirigés par qui que ce soit. Nous représentons les Guadeloupéens, donc ceux qui nous regardent ce soir, ceux qui nous écoutent. Nous leur demandons de nous aider, puisque nous avons envie de les aider, de nous aider nous-mêmes. Nous avons envie de solutionner, régler certains soucis qui rendent la vie des Guadeloupéens infernale. Donc aujourd'hui, le 20 juin, faites le bon choix, allez voter pour Debout de la Guadeloupe, pour que maintenant des jeunes soient aux commandes, qu'on reprenne les rênes en fait de notre île, puisque voilà quoi. Nous partons du côté du téléphone et je poursuivrai d'ici quelques instants avec ce tour de plateau. Bonsoir, votre question? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, donc j'ai pris l'émission en cours parce que j'écoutais d'autres candidats ailleurs. Et je constate que vous tous, vous parlez du problème de l'eau. Vous parlez du problème des canalisations. Mais est-ce que vous savez, parce que je parle en connaissance de cause,
est-ce que vous savez tous qu'il y a une étude de fait par la DEAL depuis 2015 qu'on a présentée à beaucoup normalement qu'on devrait présenter à beaucoup d'élus de la Guadeloupe, puisque cette réunion était tenue par Madame Gustave Duflo, et que les élus de Guadeloupe ne sont pas venus pour écouter l'état de nos nappes phréatiques qui tendent vers une salle, qui deviennent de plus en plus salées, et d'ici quelque temps, arrivé à un certain niveau, on ne pourra pas faire de retour, alors qu'on a besoin de ces nappes phréatiques. Donc, il n'y a pas que le problème des canalisations, il faudrait peut-être vous pencher là-dessus. Et en question, est-ce que vous qui êtes là, vous savez exactement, vous connaissez le fonctionnement des fonds européens, notamment les fonds qui tournent vers le leader au niveau de la Guadeloupe, qui sont mal utilisés, mal répertoriés pour les porteurs de projets. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Il faudrait vous pencher là-dessus. Je vous encourage à travailler. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, peut-être que vous allez découvrir, mais d'ici le 20, il va falloir apporter des réponses à ces niveaux-là qui sont aussi importants, c'est-à-dire le problème des nappes phréatiques en Guadeloupe, que nous aurons du mal à utiliser, et le problème de l'utilisation des fonds européens. Merci. Merci, Madame, pour ces questions. Alors, pour répondre à Madame, oui. Concernant l'eau, il me semble que nous avions 2 usines de dessalement, de l'eau en Guadeloupe qui ont été fermées depuis 2012, je crois. Il me semble que c'est depuis 2012 que c'est fermé ou avant. Donc, voir comment on peut reprendre ces usines-là ou en ouvrir d'autres, voir comment on peut voir pour l'installation d'un nouveau réseau, même s'il est hors sol. Un réseau hors sol, c'est possible, puisque aujourd'hui notre réseau de distribution d'eau, il est justement dans le sol, enfoui. Donc demain, on peut prévoir justement... Est-ce que la question du coût ne va pas être justement bloquant? Non, en aucune manière, puisque comme Madame disait tout à l'heure, elle nous a posé la question, si on connaît, du moins si on a la notion, une certaine notion sur les fonds européens. Donc pour répondre à Madame, oui, justement, nous sommes des chefs d'entreprise, nous avons déjà tenté de passer par ces fonds européens. Quelques-uns d'entre nous sont déjà passés par ces fonds. Nous faisons même du lobby seul. On part à Bercy. Ça nous arrive de partir à Bercy seul en tant que chef d'entreprise pour aller débloquer des fonds, débloquer des accompagnements pour qu'on puisse justement développer l'île. Parce qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas assez suivis à ce niveau-là. Donc, justement, que les Guadeloupéens ne s'inquiètent pas, cette équipe, l'équipe d'Ubuntu de la Guadeloupe, est prête justement à résoudre, solutionner le problème de l'eau, et qu'ils l'entendent bien, solutionner le problème de l'eau. Nous récupérons un dernier appel puisqu'il va falloir poursuivre sur le tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Je dis bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis très contente de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent et qui ont envie de prendre les choses en main pour diriger le pays. Ça fait plaisir. Mais ce que je voudrais leur demander, moi, le problème le plus récurrent maintenant en Guadeloupe, c'est le problème de l'eau. Effectivement, on en parle beaucoup. Mais est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire si le 20, vous êtes élu à la région? Bien, merci madame. Concernant l'eau, hein? Oui, oui. Donc je pense que cette dame était peut-être en train de nous appeler puisque la question a été posée rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps. Il nous faut poursuivre sur le tour de plateau. Madame, merci de votre question. Nous avions évoqué tout à l'heure la réponse. Alors, utiliser les multinationales qui nous ont spoliés, qui nous ont volés. C'est-à-dire elles vont revenir bientôt, mais l'eau, nous l'avons déjà payée pendant plus de 70 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur les factures, il y avait et il y a encore une ligne pour la réparation et l'entretien du réseau. Alors oui, que ces compagnies reviennent, mais qu'elles réparent.
sans que nous ayons à payer une fois de plus. D'autant qu'il y a des fonds qui sont mis à disposition pour ce genre de choses. Je parle d'un texte des Nations Unies de juillet 2010 qui dit que l'eau est une matière si importante qu'on ne doit pas rester sans eau. Donc, libre à eux maintenant d'aller chercher l'argent où il est, mais de ne pas nous faire payer à nouveau et de réparer les réseaux. Voilà. Merci. Alors, je poursuis le tour de plateau. Qu'avez-vous à dire aux Guadeloupéens? Oui, ce sera vous. Ah oui, donc. On non, mais continue le je vais tour. surtout m'adresser à tous ceux qui ont plus ou moins décroché, qui se sont sentis délaissés. Mais reprenez confiance. Je vais pas vous dire faites comme moi, prenez le taureau par les cornes, présentez-vous, mais au moins inscrivez-vous, votez parce que c'est notre moyen d'expression. C'est notre force. Et c'est vrai qu'on a aussi ce côté spectateur où on a tendance à dire mais ce sera toujours de la même chose, ce sera toujours de la même façon, c'est toujours les mêmes. Mais là, aujourd'hui, on a un pouvoir et le pouvoir, c'est dans le vote. Et le 20, je vous invite à voter pour du renouveau, en tout cas. Voilà. Teddy Mondor. Alors, ce que je dirais justement, surtout aux jeunes, hein, puisque ils sont un grand nombre justement à ne plus avoir confiance en la politique. Donc, qu'ils constatent justement qu'il existe d'autres jeunes comme eux qui n'avaient pas justement confiance en la politique, qui sont présents justement, qui sont debout pour justement amener notre pays vers une nouvelle vision et de ne pas faire comme nos parents, l'erreur justement de choisir un tel parce qu'il est sympathique, qu'il parle bien et voilà. Donc, le 20... Vous n'êtes pas sympathique? Pas uniquement. Faudrait pas justement que ce soit uniquement par rapport à la sympathie. Faudrait justement qu'ils prennent conscience des projets justement qu'on a apportés. Puisque les projets seront ce qui leur permettra justement d'avoir un meilleur avenir. Ce n'est pas ma sympathie qui va leur permettre d'avoir un meilleur avenir. Donc, qu'ils fassent justement le geste, le 20, de voter Debout la Guadeloupe. Christiane Delany-Clara. Oui, alors ce que je voudrais dire aux téléspectateurs ce soir de toute la Guadeloupe, nous vous redonnons de l'espoir parce qu'il y a matière. La Guadeloupe, notre archipel, est un pays extrêmement riche. Nous avons été gâtés par Mère Nature. Mais malheureusement, une dame posait la question tout à l'heure sur les fonds européens concernant le leader. Ils ne sont pas utilisés suffisamment. L'argent arrive et repart. C'est ainsi que nous pourrions tout à fait, en utilisant ces fonds, développer encore plus. Il y a des leviers. Nous pouvons vivre de notre économie, de ce que nous sommes, de la façade maritime que nous sommes. N'écoutez pas quand on vous dit que nous coûtons cher à la France. C'est faux. Nous représentons une surface maritime immense. En 1982, à Montego Bay, on a défini la zone exclusive économique. Donc, nous avons de quoi nous sortir de cette situation. Aujourd'hui, tous les Guadeloupéens pourraient vivre par rapport au tourisme, par rapport à toutes ces richesses que nous avons. Mais il faut avoir la capacité, la connaissance et l'envie de faire évoluer les choses. Raison pour laquelle nous ne sommes pas enfermés dans un parti. Nous sommes un mouvement citoyen de jeunes, de moins jeunes, qui avons conscience de cette réalité, des textes, de l'existant et de notre capacité. Donc le 20 juin, samedi, votez tous en masse, Debout la Guadeloupe. Ne vous laissez pas voler votre victoire. Merci. Et je poursuis avec vous, Nancy Folvert. Eh bien, pour terminer, j'inviterai tous les Guadeloupéens à se mobiliser le 20 juin et faire la différence, à montrer en fait qu'on peut voter par projet, par envie de changer les choses. Et on a eu beaucoup de soutien. Alors, si vous croyez en cette jeunesse, mais aussi on est encadré, donc il ne faut pas croire non plus qu'on est une liste où il n'y a que des jeunes. On est encadré, on est issu de milieux socio-professionnels divers et variés. Nous sommes tous compétents et prêts à prendre le taureau par les cornes pour pouvoir améliorer le quotidien des Guadeloupéens et surtout la pauvreté, l'insertion professionnelle, tous les gros dossiers qui rendent aujourd'hui la vie des Guadeloupéens invivable. Voilà. Merci. Je terminerai avec la tête de liste, Tony Delany.
Beaucoup de choses ont été dites. Alors, à Debout la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on veut? On veut une Guadeloupe plus forte, plus responsable, plus belle. On a parlé de tout ça, plus solidaire, plus ambitieuse, plus créative. Mais surtout, le 20 juin, je vous le dis, mes amis, et je vous le dis les yeux dans les yeux, ne vous laissez pas voler votre victoire. Allez voter. Levez-vous pour aller voter. Mettez votre debout pour aller voter. Pourquoi? Parce que demain, si vous ne le faites pas, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Ne dites pas que je n'ai pas pu aller voter. Ce sera de votre faute. Ne remettez pas les mêmes personnes à la même place. Parce que si vous recommencez le même meeting-là, vous avez refait le même meeting-là, et nous avons pris le même meeting-là. Debout la Guadeloupe, force à pays là. Merci à vous d'être venus sur ce plateau et surtout, merci de nous avoir. Merci aussi à vous téléspectateurs d'avoir appelé. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'appels. Malheureusement, nous ne pouvons aller au-delà de cette heure 30 d'émission. Alors, on me fait déjà de grands signes. Donc, vous aurez à cœur, vous, liste Debout la Guadeloupe, de poursuivre sur le terrain pour essayer de convaincre les Guadeloupéens. Merci à tous. Prochain rendez-vous demain à 20h. Excellente soirée. Bonne soirée à tous. Et Debout. Debout la Guadeloupe.